Ils seront à Lévis le samedi 8 avril prochain au complexe Deux Glaces Onco pour la renaissance, le renouveau QCW Reborn. C'est le nom du gala. Et pour en parler avec nous, le président, il est là, Scott Matrix qui est avec nous et un de ses nombreux associés, Junior Seller. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec moi pour en parler ce soir. Comment vous allez? Ça va bien, ça va très bien, mais merci à toi de nous recevoir. Ben, ça C'est une fait très belle grandement opportunité plaisir. pour nous, oui. Oui, j'imagine à quoi? On est à 10-11 jours à peu près de l'événement. Comment vous vous sentez? Y a-t-il la fébrilité? On est rendu à un point où ça va bien. Comment vous sentez là, à l'approche de l'événement? Je vais commencer. Vas-y. Dans le fond, moi, je te dirais que le plus gros est fait, là. Autrement dit, je veux dire, le spectacle a été bâti, la publicité a été faite, on a atteint nos objectifs, la salle va être comble. Là, on est un peu... Là, c'est sûr qu'on est super fébrile, parce que là, on a vraiment hâte, mais je te dirais que c'est un peu comme... On a réussi à tout monter ça, on a tout mis les efforts, ça a été un travail extrêmement ardu, je veux dire, heureusement qu'on a une très belle équipe derrière nous, on est une dizaine à travailler sur le projet, puis, mais non, on est très, très, très excités, puis on a vraiment hâte de présenter aux gens de Lévis là, notre premier spectacle. Justement, là, je parlais de renouveau parce que la QCW, d'une certaine façon, renaît de ses cendres. Parle-nous donc de ce que c'est quoi la QCW, pourquoi ça renaît et comment ça s'est fait, cette renaissance de la lutte de la QCW. Ben écoute, à la base, premièrement, la QCW a été créée en 1999, ce qui fait déjà quand même un bon moment, mais c'était dans une toute autre époque, je veux dire, la lutte au Québec à ce moment-là, c'était vraiment pas ce qu'elle était aujourd'hui. Nous, la QCW, c'était un tout petit noyau de passionnés, de gens qui adoraient la lutte, qui voulaient réaliser leur rêve en quelque sorte, tu comprends? C'était de faire des spectacles, puis de pouvoir avoir la chance de toucher à ça, parce qu'on s'entend qu'on est un peu tous pareils, on était tous des fans finis de la WWF, mais on s'entend que c'était quelque chose qui était extrêmement inaccessible à l'époque. Puis nous, on était une toute petite gang. Finalement, ça a commencé tranquillement. Puis à l'époque, il y avait 2 promotions majeures. Dans la ville de Québec, tu avais la CCW et tu avais la NCW, qui étaient 2 grosses promotions qui étaient très populaires, qui renaient le territoire. Puis il y avait nous, un peu comme, je nous considérais un peu comme la ECW, tu comprends? On était un petit peu les hors-la-loi de la lutte à l'époque. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du succès dans la lutte québécoise et même, je veux dire, partout à travers le monde, qui ont déjà passé à la QCW, tu comprends? Je veux dire, moi, je connais des gens qui, aujourd'hui, sont rendus extrêmement bien placés dans la lutte, mais ils ont déjà lutté au gym. À l'époque, juste une mini parenthèse, c'est que dans le fond, la QCW, nous, on présentait nos spectacles dans un endroit qui s'appelait le Gym Extrême. OK. Et, c'est là que tout a parti, mais dans le fond, la QCW a duré quelques années, mais ça n'a jamais été une promotion que, je veux dire, qui a vraiment... c'était une petite business pour s'amuser, tu comprends? OK. C'était la passion avant. On était très jeunes à l'époque. On était très, très, très jeunes, puis on ne voyait pas les choses comme on les voit aujourd'hui, Puis pourquoi que tant d'années plus tard, on va dire quasiment une vingtaine d'années, j'ai décidé de vouloir repartir la QCW. Moi et mon partner, c'est que dans le fond, moi, ça faisait depuis 2015 que je ne luttais plus. Parce que dans le fond, moi, j'ai commencé à lutter en... Je vais faire une parenthèse. Yes, vas-y. Moi, aussi, l'affaire, c'est que moi, ça fait longtemps que j'avais gossé pour... Oui. J'avais gossé, ça fait longtemps que j'avais gossé pour commencer à lutter. Oh, absolument. Oh, oui, c'est vrai. C'est bon. Ça fait longtemps que j'avais gossé pour commencer à lutter. C'est drôle. OK. Oui, on a eu... par moment des gros arguments là-dessus, tu comprends? Parce que pour moi,
juste dans le fond pour rewinder un petit peu, de 99 à 2015, j'ai toujours lutté. Ouais. Soit dans des petites promotions, des plus grosses promotions. J'ai fait un peu le tour de la province, puis tout ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais en 2015, un petit peu comme, comment dire, la passion n'était plus là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devenait un peu comme... c'est rendu un travail. Là. Exactement. Tu sais, quand ça devient une obligation, c'est pas, on n'a pas le même feeling. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai fait mon dernier combat, tu sais, parce que dans la business, souvent les gens vont dire qu'ils prennent la retraite, mais dans la lutte, il n'y a jamais vraiment de retraite. Non, c'est impossible. Quand tu regardes un petit peu. Juste Flair, qui va prendre sa retraite. C'est exactement ça. Ben oui, exact. C'est une drogue un peu, hein, tu comprends? On est très addict de ça, de la lutte. Tu sais. Fait que, bref, en 2015, c'était done. Je me suis dit, c'est terminé. J'ai connu Sonny en 2014. On est devenus des bons amis. OK. Là, ben, lui, souvent, il me parlait. Puis il me disait, t'aimerais pas ça recommencer, ça te manque pas. Puis c'était un nom définitif à ce moment-là. C'était comme, non. J'avais vraiment, je m'étais vraiment mis dans l'ombre complètement de la lutte québécoise. Tu sais. Je regardais celle à la télévision, la I et tout ça. Tu sais. Puis finalement, il y a à peu près 1 an et demi, durant la pandémie, la merveilleuse pandémie, évidemment. Tu sais. Puis là, à ce moment-là, ça a recommencé à me... Ça a commencé à me titiller. Tu sais, je veux dire, il commençait à avoir un manque. Puis à un moment donné, moi puis Junior, on a discuté, puis je lui ai dit, j'aimerais, non seulement je veux faire un retour dans la lutte, mais j'aimerais repartir la QCW. Parce que dans le fond, la QCW, c'est mon concept. Je veux dire, je suis le premier à avoir les 3 lettres, dans le fond, viennent de moi. Tu sais. OK. Fait que finalement, ben, on s'est dit, pourquoi pas? On va l'essayer, why not? Puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu sais, je veux dire, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? Puis depuis que la pandémie est terminée, on voit que ça a eu un impact énorme sur la lutte québécoise. La lutte, présentement, n'a jamais été aussi populaire. Là. Alors, tout est une question de timing dans la vie. Puis je pense que pour nous, le timing était juste bon. OK. Junior, ben, dis-moi donc, Junior, pourquoi ça te démangeait tellement, puis pourquoi tu voulais pousser justement Scott avec... Moi puis Joe, on est les deux, on est des gros fans de lutte. OK. Moi, j'ai vu tous les matchs de Scott. J'ai vu beaucoup de ses matchs. OK. Moi, je trouvais ça impressionnant. Puis, comme moi, la lutte, c'est une grosse passion, autant pour moi que pour lui. Fait que j'agressais tout le temps. Je disais, ça retourne sur le ring. Mais lui, il disait non, mais on est, il me dit quoi? Il me dit, j'ai pas envie de savoir qu'on est sur le ring, mais Scott, il me dit, il y a un truc que peut-être que je voudrais faire, c'est peut-être être boss d'une promotion. Okay. Je pense qu'il y a peut-être 2 ans. Oui, ça fait un bon moment, je me souviens. Oui, je t'en avais déjà fait mention, c'est vrai. Oui. Souvent, tu me disais ça. C'est ça qu'il me disait. Fait que là, ça restait de même dans la tête. Puis à chaque fois que je revenais, puis je disais, Chris, retourne sur le ring, ben, il disait non, je ne vais pas retourner sur le ring, mais être dans Gorilla Position, peut être boss, ça me tenterait. Puis quand il a commencé à parler de repartir à QCW, mais j'ai dit, j'embarque avec toi. Parce que, tu sais, moi-même, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'aime. Okay. Pourquoi pas dans le business de la lutte? Parce que, tu sais, les deux, on a le même âge. Moi et Scott, on a le même âge, puis on a commencé avec en même temps, les deux. Tu sais, moi à 5 ans, lui aussi à 5 ans. Fait que je me suis dit, pourquoi pas dans cette business-là? C'est notre passion. Si je ne me trompe pas, vous êtes 38 à peu près? 38, oui. J'ai eu 38 le mois passé, oui. Le temps passe très vite. Oui, c'est clair. Mais donc, pour nous situer, vous avez connu comme l'époque Hulk Hogan, tout ça, les belles années, puis après ça... La plus belle. La plus belle des époques. La plus belle des époques, tu sais. Parce que moi, dans le fond, moi, écoute, le plus vieux souvenir, j'avais 6 ans, tu comprends? Fait que ça remonte vraiment à loin. Là. Tu sais, moi, j'ai connu la WWF à l'époque, en 1991.
Okay. J'étais allé regarder un pay-per-view chez un ami. À l'époque, ça s'appelait Viewer's Choice Pay-per-view. C'est encore plus vieux, tu sais. Puis, écoute, ça a été instantané. J'ai vu Hulk Hogan, j'ai vu Randy Macho Man Savage, Ultimate Warrior. Ça a été terminé. J'ai comme fait. J'avais jamais vu quelque chose comme ça, premièrement, tu sais. Ouais. Puis, je suis venu, comme on dit, hooker tout de suite. Là. Ça a fait wow. Puis, le lendemain, ça a commencé, qu'on se chamoyait à l'extérieur, puis on luttait dehors. Puis... Est-ce qu'on a tout fait ça, ça faire des powerbombs? C'est ce qu'on appelle du backyard wrestling. Tu sais, on était jeunes, tabarouette, on savait pas ce qu'on faisait, mais maudit qu'on avait du fun. C'est sûr. Alors, moi, je suis de la même époque. Moi, le premier gros gala que j'ai vu, c'était WrestleMania 6 au Forum de Montréal, sur écran géant. Ça, c'était l'époque où on pouvait aller voir la lutte au Forum de Montréal sur écran géant. C'était, tu fais comme, OK, je pense que je suis hook pour le reste, c'est sûr. C'était trop spécial. On regardait des écrans, puis on était comme, c'est presque comme si on était à Toronto. C'était fou, c'est ça. Mais c'était l'époque où tout était plus grand que nature aussi, dans ce temps-là. Ben oui. C'était ce qu'on appelait du closed circuit. Hein? Dans le fond, tu avais regardé ça, c'est ça. Ils faisaient ça même au Colisée Québec aussi. Quand il y avait WrestleMania, tu avais closed circuit, tu avais ça sur une grande écran géant. Là. C'est fou, c'est ça. Ça a l'air d'être à une époque, c'est tellement lointain maintenant avec l'accès qu'on a à toute la... Mais c'est fou. Comment ça a été de là? Extraordinaire. Oui, bien, c'était très gros. La lutte était dans la culture populaire, si on veut, dans ce temps-là. C'était vraiment généralisé. C'était pas quelque chose de niché, peut-être, comme aujourd'hui. C'est quelque chose c'est ça, que tout le monde connaissait. Tout le monde sait qu'il y a 40 ans et peut-être plus aujourd'hui. Tout le monde sait qui est Hulk Hogan. C'est ça. Ça faisait partie. C'était un personnage de la culture populaire. On savait c'était qui les lutteurs, puis on connaissait la WWF. Même dans les années 70, 60, les lutteurs au Québec, certains faisaient plus de cash que les joueurs du Canadien. Oui, c'est bon point. C'est vrai que c'était très gros. Je veux dire, lutte internationale, Dino Bravo, entre autres. Que oui, lui, c'était énorme. Puis même que, ça a été déjà dit que Vince McMahon avait refusé de faire affronter Hulk Hogan et Dino Bravo à Montréal parce qu'il savait que Dino Bravo était trop populaire pour absolument. Hulk Hogan. C'est à ce point-là. C'est quelque chose de... Je crois que si Dino Bravo aurait perdu à cette époque-là, il y aurait probablement eu un riot, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'était plus facile dans ce temps-là, on dirait que les riots au stade olympique, surtout, c'était plus facile. Big Guns N' Roses, ouais. C'est ça. Les gens avaient la mèche plus courte, t'étais prêt plus à se battre. Les gens, c'est parce que aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens, il y avait une partie des gens qui avaient encore un... Je suis pas sûr que ça soit pas vrai. La magie. C'est une question de magie, puis c'est ce qui faisait toute la différence. Tu sais, il allait voir le spectacle, mais en même temps, je pense que derrière leur subconscient, des fois, ils se disaient je suis pas sûr. D'un coup que, je suis sûr, c'est arrangé ou pas, tu sais. Ça, c'était la formule qui faisait en sorte qu'il y avait autant de succès, là, tu sais. Oui, mais c'est clair que quand Vince il a dit qu'il a brisé le qui est faible, ça fait beaucoup de mal à la business. Ça, c'est clair. Ouais. Après, il y a beaucoup de choses, tu sais, puis Internet n'existait pas non plus dans ce temps-là, fait que, tu sais, ça aurait été probablement beaucoup plus difficile pour eux de, tu sais, garder le kayfabe avec essayer d'écrire des trucs sur Twitter en même temps. Il y a ça aussi, les époques... la télé, tout le monde regardait la télé, puis tout le monde croyait un peu ce qui se passait à la télé dans ce temps-là. Fait que, on avait l'accès aux lutteurs, ça restait un peu comme la même chose peut-être pour les joueurs de hockey aussi, on pouvait dire peut-être le parallèle. C'était comme des superstars inatteignables. Quand tu disais tantôt c'était inatteignable la WWE, il y avait ce côté-là. Maintenant, aussi niaiseux que ça puisse paraître, je peux écrire un message en privé à un lutteur que je vois à la TV, puis c'est pas si compliqué que ça. C'est trop accessible. C'est ça. Ça a tué la magie, mais ça, c'est pas juste dans... Excuse-moi, je ne voulais pas te couper la parole. Non, mais c'est ça. C'est pas juste dans la lutte, c'est dans toutes les industries, que ce soit la musique, le cinéma, parce que c'est un peu tout interrelié, tu comprends, tu sais. Le cinéma, la lutte, quand tu regardes ça, ça se ressemble beaucoup, sauf qu'il y en a un que c'est live,
Puis l'autre, écoute, c'est prédéterminé, c'est tapé, tu sais, je veux dire, mais c'est sûr, il y a trop de proximité, puis je trouve que, personnellement, c'est ce qui tue un peu l'ambiance de la business. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais. On est dans un on va autre revenir époque tantôt, aussi. mais je vais contre-argumenter en disant le Centre Bell, au mois de février, il dirait qu'on y croyait quand même le fun là, avec ça. Mais on va en parler tantôt. non, On va en parler tantôt. Je ne vais pas brûler tout de suite C'était fou. ce sujet-là. Écoute. Parce que c'est sûr que je veux t'en parler tantôt. Ah non, absolument, oui, il n'y a pas de trop. OK, si on revient à juste l'organisation puis tout ça, la Yes. QCW, ça a-tu été. Là, de ce que je comprends, c'est que vous êtes une dizaine d'associés à peu près. Vous êtes une grosse gang derrière le renouveau. Comment ça a été, ça, d'organiser tout ça, d'embarquer tout le monde? Ça a-tu été compliqué de s'organiser, chercher des places, trouver justement qui va être sur la carte, etc., embarquer tout le monde là-dedans, dans le projet? Ça a-tu été compliqué pour vous autres? Comment ça s'est passé, tout ça? Comment est-ce que je pourrais dire ça? Au départ, quand moi et Sonny, on a pris l'initiative de vouloir s'embarquer dans cette aventure-là, il faut dire que Junior, lui, à la base, il connaît énormément la lutte, mais il n'y avait pas de lien dans la lutte au Québec. Je ne suis pas un insider. C'est ça. Okay. Moi, ça faisait très, très, très longtemps que j'étais complètement éloigné de tout ça. Alors, tu sais, je veux dire, on partait tous les deux, on partait de loin. OK, c'est intéressant. Puis dans la lutte, évidemment que la clé de la réussite, c'est les contacts. Tout est une question de contact. Ouais. Et à ce moment-là, j'en ai parlé à un ami d'enfance à moi qui s'appelle Richard Simard, qui nous a donné un énorme coup de main. Okay. Lui a déjà fait partie de l'industrie il y a très, très, très longtemps. Okay. Et lui, on a commencé à lui en parler. Et lui, à ce moment-là, a commencé à nous diriger tranquillement, comment structurer tout ça. OK. Mais le turning point qui a vraiment fait en sorte que là, l'aventure a vraiment pris un envol, c'est cet été. Ben, l'été qu'on vient de passer, il y avait eu un spectacle au Centre Vidéotron de la WWE, un house show. Ben oui. J'ai rencontré un ami de très longue date qui s'appelle Jonathan Drapeau. Oui. C'est un ami, écoute, ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, puis ça faisait c'est l'animateur de Wrestle Rock, pour ceux qui... Le podcast de Wrestle Rock, pour ceux qui... Exactement, c'est son podcast qui est très populaire, qui est très écouté, puis c'est vraiment bien parce qu'ils reçoivent du monde de tous les époques, tu sais, c'est ce qui est bien. Puis je l'ai rencontré là-bas, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puis on s'est mis à parler comme friendly, puis tout ça, tu sais. Ah ouais. Puis on a pris de nos nouvelles, puis durant la semaine, on avait recommencé à se parler un petit peu plus, puis je lui ai fait mention que j'avais décidé, qu'on avait décidé de partir notre promotion. OK. Puis lui, à ce moment-là, ben, ça a été, un oui catégorique. Puis lui, quand il s'est joint à nous, là, ça a vraiment pris l'envol parce que lui a beaucoup, beaucoup de contacts dans l'industrie. OK. Puis c'est ce qui nous manquait pour bien partir. Puis ensuite, écoute, juste aujourd'hui, il y a tellement de promotions que les talents peuvent lutter à tous les fins de semaine. Ben oui, c'est clair. Si on recule il y a une vingtaine d'années, c'était complètement différent. Tu sais, les lutteurs se promenaient beaucoup moins. Mais c'est sûr que là, pour nous, il fallait trouver un noyau de lutteurs pour commencer. Tu sais. Puis on s'est promené, on a fait des appels, on a parlé, on est allé chercher des contacts. Puis là, tranquillement, pas vite, on a commencé à se faire un noyau, on s'est fait des contacts. Jonathan m'a donné beaucoup de contacts. Puis là, à ce moment-là,
tranquillement, pas vite, on a commencé à bâtir ce qu'on appelle dans notre jargon notre roster. Ben oui. Puis ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Là, je veux dire, on a des gens on a des lutteurs de partout. Ça va jusqu'au maritime. Je veux dire, un de nos lutteurs, Gabriel Savage, c'est un gars des maritimes. J'ai beaucoup de vétérans de Montréal. J'ai des vétérans de Québec, des gens avec qui, il y a 20 ans, je luttais déjà avec eux. Mm-hmm. C'est un très beau projet. C'est un beau projet, puis on est vraiment fiers, puis on est content de ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Évidemment que là, le moment de vérité s'en vient, à savoir, est-ce que, comment dire, avons-nous bien réussi notre coup, tu sais? Ouais. Mais la première chose, c'est au moins qu'on peut déjà dire que c'est tout vendu. Vous avez vendu vos 500 billets pour cette soirée. Fait que déjà, au moins, on sait qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de l'intérêt, puis que la réponse est bonne, au moins. Oui, puis non seulement ça, vois-tu, comme le 13 de mai, c'est notre prochain spectacle, Over the Top, mais on a déjà des billets vendus pour le mois de mai. Exactement. À notre grand étonnement, étant donné qu'on n'a pas présenté le premier spectacle. Ouais. Alors, on sent que oui, là, il y a de l'engouement. Il y a une demande pour ça. Il y a de la demande, puis il y a beaucoup de curiosité. Ouais, ben oui, c'est clair. Mais en même temps, c'est ça, c'est le fun. Il y a comme, je ne sais pas si, peut-être que vous, c'est ça, vous faites partie du processus de tout ça, puis vous le sentez. Il y a comme présentement un gros engouement de la lutte au Québec. Tu vois que ça pop-up partout. Il y a plein de nouvelles fédérations aussi, puis d'affaires qui se repassent à Thetford Mine, là aussi, où tu as lutté, Scott, à la TUW. Ça aussi, ça revient. Ça aussi, eux autres aussi ont décidé de repartir. Comment vous le sentez dans le milieu, justement, des fédérations que, justement, on sent qu'il y a plus d'engouement partout, puis que là, oups, il y a un buzz là, pour la lutte. C'est-tu juste la pyramide pour vous autres ou s'il y a quelque chose d'autre derrière ce renouveau-là? J'ai l'impression que la pandémie a joué un grand rôle là-dedans. Tu sais, je veux dire, autant les spectateurs, les gens que les performers, les lutteurs, etc. Écoute, on a tellement été paralysés, on va dire, pendant longtemps, que là, une fois que tout a enfin tombé, mais là, j'ai l'impression que les gens avaient un grand urgence de recommencer à vivre puis d'avoir du plaisir. Un peu comme les lutteurs, c'est la même chose, tu sais. Ouais. En plus, vas-y, Julien. C'est juste un exemple, tu sais. Je donne un exemple à quel point les gens vont se divertir. Festival d'été, leur passe générale, en 2-3 heures, c'était déjà tout vendu. C'est fou quand même. C'est quoi, les billets sont 170$, 200$? Puis, oui. Environ. Puis en 2-3 heures, ils ont tout vendu. Fait, comme Scott il dit, les gens, présentement, ils ont moins d'être divertis. Puis les personnes qui ne vont pas leur offrir un divertissement de qualité à des frais raisonnables, mais c'est comme nous, ce qu'on apporte, mais ça va être bon. Ça va être bon parce que nous on offre un produit de qualité. Les fans ont besoin d'un produit de qualité. Donc, c'est bon pour les promoteurs, c'est bon pour les spectateurs. Puis les lutteurs aussi, ils ont été quoi, 1 an à pas lutter? Ah, ben écoute, la pandémie a duré 2 ans. On fait 2 ans. Fait que c'était un bon 2 ans paralysé qui n'avait absolument rien, là, tu sais. Ouais. Puis la lutte, c'était presque le dernier des trucs qui pouvaient, parce que, bon, déjà, ça tombait dans 2 catégories un peu bizarres entre le sport professionnel et le spectacle, le théâtre, tu sais, puis bon, c'est ça, il y a beaucoup de contacts, fait que déjà, on se disait, oh mon Dieu, c'est peut-être la lutte qui va être le dernier truc à avoir une chance de repartir, puis c'était bien compliqué. Fait que j'imagine, c'est un excellent point que tu amènes du fait que ce manque-là, puis tout le monde se dit, hey, tu sais, que tout ça, là, ça peut tomber, puis vite, puis c'est dur, puis avant que ça reprenne, fait qu'il y a comme une espèce de goût de repartir, puis de pouvoir travailler le plus possible, parce que, comme tu disais tantôt, maintenant, c'est le fun, il y a tellement de places que les gens peuvent travailler. C'est cool de voir qu'il y a de l'opportunité pour tout le monde, que les gens se déplacent. Il y a aussi le fait, je pense que tu as probablement connu cette époque-là où
tu devais être plus isolé dans « Hey, je travaille pour une compagnie Ouais, ». Je t'associais à eux autres, puis that's it. Je peux pas aller ni dans un autre presque territoire ou, tu sais, On, il y avait ce côté-là un peu plus... on sortait beaucoup moins. On c'est sortait ça, beaucoup moins. c'est ça. Moi, j'ai commencé à me promener en province à l'époque de la CCW. C'est la CCW qui nous a qui m'a ouvert les portes à aller à Montréal, Jonquière, etc., etc., etc. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça parce qu'avant ça, sinon, on faisait juste lutter dans la ville de Québec, tu sais. Mhm. Euh, OK. Puis à cette époque-là, écoute, c'était c'était une toute autre mentalité aussi. C'était complètement différent. Le marché était très, très, très petit. Mhm. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que, tu sais, je veux dire, là, aujourd'hui, ce qu'on appelle les payoffs, tu sais, les lutteurs, les performers, aujourd'hui, sont bien rémunérés, tu sais. Chose qu'à l'époque, Non, ça devait pas être évident, ça. il y en avait des gens qui étaient rémunérés comme du monde, tu sais, je veux dire. Ouais. Souvent, quand les vétérans de l'extérieur venaient, eux avaient un bon cachet, mais je veux dire, comme nous, les petits lutteurs locaux, Ouais. on ne faisait pas du sou avec ça, on ne faisait pas d'argent. Là, Non, c'est ça. mais Pour ce que... ouais. aujourd'hui, c'est différent. Je veux dire, tu as Ouais. certains lutteurs qui ont une énorme renommée qu'aujourd'hui, ils arrivent à faire Ouais. beaucoup d'argent avec la lutte au Québec. Là. Ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce que, je veux dire, c'est ça. C'est du entertainment. C'est du entertainment sportif. C'est physique. On met notre vie, à tous les fois, on met notre vie en danger, veut pas. Tu Clairement. comprends? C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Le risque est là. Le danger est là. Puis, veut pas, un pro wrestler, c'est un travailleur autonome. Aujourd'hui, c'est bien que les gens soient beaucoup plus rémunérés qu'à l'époque. Puis je pense que ça aussi, ça a dû peut-être donner un coup de pouce à ce que les lutteurs, qu'il y ait plus de lutteurs qui aient recommencé à lutter aussi, tu comprends? Tu sais, le fait maintenant que ça peut peut-être avoir aidé. Tu n'as pas l'impression, c'est ça, de faire ton métier pour rien non plus, puis de, comme tu dis, quand tu fais des pirouettes, puis que des fois, tu ne sais pas comment tu vas retomber, de savoir que tu n'as pas de paye nécessairement au bout de la ligne, j'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas super motivant quand tu te relèves le lendemain avec les... La passion, c'est beau, mais en même temps, tu as juste au moins le feeling. Surtout à l'âge qu'on est rendu, je te dirais, parce que, tu sais, moi, ma génération à moi, mettons, je te dirais de 35 à 45, tu sais, cette génération-là, mais tu sais, je veux dire, aujourd'hui, la plupart, c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont lutté longtemps. Puis aujourd'hui, le fait qu'il y ait des meilleurs payoffs, mais en même temps, c'est une question de reconnaissance aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as beau être un promoteur de lutte, mais si tu n'as pas de talent, tu n'as pas de spectacle. Un dépend de l'autre, tu comprends? Si le promoteur ne fait pas bien la promotion de ses talents, il n'y aura pas plus de monde. Je veux dire, c'est un gros travail d'équipe. Exact. Ah oui, c'est ça. Voulez-vous qu'on parle de la carte un peu que vous avez déjà annoncée? Je vais y aller dans l'ordre que j'ai, pas nécessairement dans l'ordre d'importance ou quoi que ce soit. D'abord, il y a un match féminin aussi, parce que des fois, on l'oublie ou c'est pas nécessairement toutes les promotions qui donnent la chance aux femmes aussi. Et puis, vous le faites avec un combat entre Mélanie Havoc et Jessica Black. Qu'on connaît un peu aussi à Montréal, peut-être un peu plus, Mélanie Havoc, oui, et Jessica Black. Comment vous les avez approchés? Comment tout ça s'est passé? Dans le fond, nous, à la base, pour le spectacle, on avait 7 combats. Avait 7 combats, c'était 7 combats masculins. Là, moi et mon associé au Creative Control, on trouvait qu'il manquait quelque chose. Il manquait un petit ingrédient qui
là, nous, on a pris la décision, on s'est dit, pourquoi pas rajouter un match de femmes? Tu sais, je veux dire, la lutte féminine, présentement, elle a la cote très forte. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'excellentes lutteuses partout dans la province. Là. Oui. Il y a autant des vétérantes que les nouvelles lutteuses. Puis aujourd'hui, je veux dire, tu vas regarder un combat féminin, mais ça va être aussi bon qu'un combat masculin. Tu sais, je veux dire. Ben oui. Maintenant, je considère vraiment que c'est égaux. Là. Tu sais, tu comprends? On peut dire qu'aujourd'hui, tu sais, la barrière a comme été un peu ouverte, là, ouais, c'est ça. Oui, par en même temps, ça a comme tombé. Là. Tout ça pour dire que mon collègue, lui, a fait les démarches pour les approcher. Ils ont accepté. The rest is history. Tu sais, je veux dire, c'est deux talents de Montréal. C'est deux talents de Montréal. Puis, tu sais, je veux dire, Mélanie Havoc, c'est quelqu'un qui est suivi beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a quand même, tu sais, je veux dire, elle a une présence, là, tu sais, le fait qu'elle lutte à la IWS, elle a beaucoup d'exposure, tu sais, les gens la connaissent, tu sais. Puis pour nous, c'était une belle opportunité de présenter ces deux lutteuses-là à Lévis, tu sais, je veux dire... si je ne me trompe pas, Jessica Black, on l'a vu aussi à la All Elite avec Jeremy Prophet. Oui, tout à fait, oui. Ils ont fait un match en équipe, oui, tout à fait. Oui. C'est ça, hein? OK, c'est ça. Puis ils sont allés à l'académie de QT Marshall aux États-Unis. Voilà, le Nightmare Factory. Oui, c'est ça, exactement, voilà. Fait que non, c'est très cool, que je trouve ça super intéressant, moi, que vous laissiez, puis que vous aviez eu la présence d'esprit de laisser de la place. Mais ça prenait ça. C'est cool. Ça prenait ça parce que il y a beaucoup de gens qui vont se déplacer pour voir la lutte féminine. Ouais. Tu sais, je veux dire, autant les femmes aussi, tu sais, je veux dire, ça donne un thrill de plus, là, tu sais, ça donne des sensations que un combat d'homme ne donnera pas, tu comprends? C'est complémentaire, tout se complémente, tu sais. C'est ça. Mais non, c'est très, très bien, très, très bien. Il y a des vétérans aussi qui s'affrontent. Et là, watch out, vous avez un match entre Jake Matthews et Chase Ironside. Et ça c'est History in the Making. C'est un rematch du 31 janvier 2004, la dernière fois qu'ils se sont affrontés. On est presque 19 ans plus tard, ils vont s'affronter. Donc, deux vétérans aussi. Vous avez quelques vétérans, c'est ça, sur votre carte, dont Jake Matthews et Chase Ironside. Parlez-moi de comment ça s'est passé, comment vous les connaissez, parce que eux aussi, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu de la lutte au Québec. Chase Ironside, à la base, je l'ai connu en 1999, à l'époque de la NCW Québec. À l'époque, il s'appelait Piranha. Il y avait un autre nom. Puis, écoute, j'avais rarement vu un aussi gros bonhomme être agile comme ça. Là. Moi, je me souviens d'avoir vu, là, on va l'appeler juste Chase. Là. Je me souviens d'avoir vu Chase monter sur le troisième câble, faire un cannonball en bas du ring, atterrir sur ses pieds. Là. Je veux dire, le gars, c'est un 6 pieds. À l'époque, c'était peut-être un 2,30, 2,40. Tu te dis, puis c'est tellement un excellent lutteur. Il a tellement donné des bons combats à l'époque de la NCW Québec. Je veux dire, c'est un pilier. C'est un pilier de la nouvelle génération, du début des années 2000. Là. Ouais. Et pour ce qui est de Jake Matthews, mais écoute, Jake, plus que 30 ans de carrière, je veux dire, il a lutté au Centre Bell, au house show de la WCW, quand Hulk Hogan s'est fait piner par Jacques Rougeau. Je veux dire, le gars a un background énorme, puis petite histoire drôle, à l'époque de la CCW, on était partner. Ils nous ont mis partner, on était devenus champions en équipe. Fait que, imagine, genre, Jake Matthews puis Scott Matrix ensemble, c'était le Big One et le petit ensemble. Ça avait vraiment bien marché. Là, Jacques, je l'ai connu en 2001. Puis aujourd'hui,
on se parle encore régulièrement, tu sais. Puis moi, j'ai approché Jacques. Je lui ai demandé, j'ai dit, Jay, j'aimerais ça t'avoir sur mes spectacles. Puis, je veux dire, il m'a dit, ça a été un oui pratiquement sans hésitation. Tu sais, je veux dire, on a une belle relation de respect mutuel. Puis, pour ce qui est des vétérans, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de respect. Si ça ne serait pas des vétérans. On ne serait pas là aujourd'hui. Tu sais, oui. C'est grâce à eux que c'est en santé. Là. Ben exactement. Ben oui. Puis pour ce qui est de Chase Ironside, ça a commencé avec le Wrestle Rock podcast. OK. Jonathan Drapeau a reçu Chase sur son podcast et c'est comme ça que ça a commencé. Et lui a abordé Chase, puis après ça, on a réussi. Il a décidé que lui aussi voulait embarquer dans le projet. Puis Chase, mini parenthèse, il a été très, très, très longtemps dans l'inactivité lui aussi. Tu sais, il s'était complètement retiré de la lutte. Il a recommencé, puis depuis qu'il a recommencé, écoute, il est extrêmement en demande. Là. Il lutte pratiquement tous les week-ends. Là, tu sais, je veux dire, c'est une très belle acquisition et ça va faire très mal entre les deux. Là, parce que c'est deux workers qui aiment ça. Ils aiment ça quand ça reste. Là, tu sais, je veux dire, je m'attends qu'ils ne se feront pas de cadeaux. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ceux qui aiment ce style-là, un peu à la Steve Austin The Rock, là, les bons vieux fights solides, c'est certain qu'ils vont être servis. Là. Je m'attends un peu, j'imagine, à la même chose entre Gabriel Savage et Novocaine. J'imagine que ça aussi, c'est ce à quoi vous vous attendez, que ça va sûrement frapper fort entre ces deux-là aussi, je pense. Le Clash of the Titan, mon ami. Ouais. Il n'y a pas de doute. Tu sais, je veux dire, écoute, Gabriel Savage, c'est une vedette extrêmement montante. Tu sais, je veux dire, c'est un gars des Maritimes, puis il lutte à Lutte Académie. Partout où il passe, là, il ne passe pas inaperçu, là. Non, il n'est pas petit. Je veux dire, moi, la première fois que je l'ai eu, excuse-moi, la première fois que je l'ai vu sur le net, j'ai fait, oh là là, tu sais, on a quelque chose de spécial là, tu sais, je veux dire, le look, ça ne s'écrit pas, ça se vend tout seul, tu sais, tu comprends? Un peu le look d'un homme fort. Exactement. Le dude, tu sais, un peu, moi, ma mentalité aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, je me dis, tu sais, si tu te promènes dans la rue, puis tu vois un homme comme Gabriel Savage, tu te dis, lui, il est spécial. Ouais. Et c'est là, c'est là qui fait, c'est un peu là, tu sais, la différence entre le lutteur et le spectateur, parce que tu te dis, wow, lui, il est spécial. Ouais. Puis, c'est un chic type, tu sais, je veux dire, on a un très beau rapport entre nous. Puis, mais là, le problème, c'était d'y trouver un adversaire. Tu sais, je veux dire, qui tu vas mettre contre un homme aussi imposant? C'est ça. J'ai contacté Novocaine. On a contacté Novocaine, un vétéran d'une vingtaine d'années. Il a roulé beaucoup sa bosse. Un petit peu moins actif aujourd'hui, mais encore parti ceux qui l'ont vu à la FML, entre autres. Exactement. À la FML, il n'y a pas si longtemps. C'est gros. La FML, c'est gros. On voit que le territoire est en santé. Là. Ça se passe bien pour eux, puis c'est super le fun. On a communiqué avec lui. Puis moi, je lui ai dit, dans le fond, on va te donner l'opportunité de lutter contre Gabriel Savage. Qu'est-ce que tu en penses? Puis il s'est dit, oui, pourquoi pas. Puis à ce moment-là, ça a fait le Clash of the Titan. Tu sais, je veux dire, ça va brasser, là. Ça va brasser anti-péché, là. Tu sais. C'est un peu, je me trompe, est-ce que c'est un peu la direction dans laquelle vous voulez aller d'avoir peut-être des gars plus costauds, d'avoir des matchs qui mettent en scène des gars moins pirouettes et feux d'artifice et plus une lutte plus brawler, puis on se tape dedans, puis on se frappe. C'est un peu ça, la mentalité, l'idée derrière la promotion? Moi et Scott, dans le fond, on veut avoir de tout. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est surtout qu'on veut ramener, genre, comment dire,
pendant la Golden Era, comme on disait tantôt, là, quand tu voyais un lutteur, tu étais impressionné. Que le lutteur soit gros ou soit petit, les gens étaient impressionnés. Puis nous, peu importe le gabarit du lutteur, on veut sur les lutteurs qui dégagent de quoi. Fait que oui, tu sais, on va avoir des gros bonhommes, on va avoir aussi des high flyers, tout ça, mais l'important, nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on veut que les fans, quand ils voient une de nos lutteurs, ils se fassent wow. Peu importe le gabarit, là, on veut qu'ils fassent wow. Ça prend exactement, comme Sonny dit, ça prend nous, notre vision, c'est le wow factor. Puis pendant très longtemps, les heavyweights, comment dire, ça avait été, je considère que ça avait été mis de côté, tu comprends? Il y avait beaucoup d'exposure avec les plus petits lutteurs, tu sais, parce que c'était une époque différente, c'était une mentalité différente. Mais aujourd'hui, on sent que ça revient. Puis justement, ce qui est intéressant aussi avec la lutte, là, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'être un gros fan de lutte pour apprécier ça. Fait que quand tu as un homme comme Gabriel Savage, mais ça l'attire la curiosité. Et c'est là que ça devient intéressant. Tu sais, je veux dire, la personne va se promener, supposons, au supermarché, va voir le poster, va voir 2-3 gros hommes, va faire « Oh là là! » tu sais. Je vais aller voir ça. Il va être curieux de voir ça. Tu sais. C'est pas juste de... Tu sais, c'est un peu comme Vince McMahon. Moi puis Junior, nous, on a la vision vraiment large. Exactement. Tu sais, on veut que n'importe qui vienne voir le spectacle, pas avoir seulement un noyau de fanbase, tu comprends? Tu sais? On veut que ce soit autant des curieux, des passionnés, etc. Tu sais? Puis les heavyweights, les poids lourds, sont une source d'inspiration, puis sont une grande source de curiosité. Fait que ça fait en sorte que ça va faire déplacer des gens. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je veux dire, on s'entend entre toi puis moi, puis Junior, toi, tu es un fan de lutte aussi. La lutte, ça a toujours été des gros hommes. Dans la majorité, à l'époque, tu sais, je veux dire. Oui, parce que c'est sûr qu'en même temps, tout le monde a pris l'exemple de la WWE, puis la WWE, si t'es en bas de 6 pieds, t'existes à peu près pas à la WWE. Il y a des exceptions, naturellement. Rey Mysterio en est une, mais pour les autres, c'est bien compliqué. Fait que c'est sûr que ça a toujours un peu aussi, je pense, modelé notre appréciation de la lutte, mais c'est un peu la même chose. Au Japon, ça a été comme ça aussi beaucoup dans les années, à partir des années 80, 90, je peux sortir, c'est comme, il y a ça, le gros bonhomme, puis de voir deux gros mastodontes qui se frappent, ça a toujours attiré les foules, ça a toujours, puis même jusqu'à maintenant, on peut faire des parallèles avec des gars comme Roman Reigns, Brock Lesnar, c'est toujours des... C'est ça. Ça fait un peu. Il y a une tendance maintenant, peut-être à. Un peu comme, je dirais, peut-être dans la boxe professionnelle aussi, à avoir comme les sous-classes aussi qui ont pris quand même une popularité plus importante, je dirais, avec justement le côté plus spectaculaire, le côté high flyer, le côté feu d'artifice, qu'on va dire, qui prend aussi un peu plus de place que ce que c'était avant. Là. Mais ça reste que les gros bonhommes, ça détonne tout le temps, puis ça impressionne. Puis c'est un tout, hein. C'est un tout. Dans un événement de lutte, ça prend de tout. Mais généralement, les poids lourds sont les marquee guys, sont les gens, tu sais, un peu à l'époque de la WWF, dans les années 80, Hulk Hogan était le vendeur, mais tu avais Randy Macho Man Savage, Ricky the Dragon Steamboat, que eux, c'était les workhorses, qu'on appelle. Les gens s'attendaient que quand ils allaient voir ça, ça allait être spectaculaire, la bonne lutte, la lutte scientifique. Mais c'est Hogan, en mettant son visage sur le poster, qui faisait vendre l'étiquette. C'est sûr. C'est comme juste maintenant, à WWE, les lutteurs high flyers sont très populaires. AJ Styles, c'est probablement un des lutteurs les plus populaires de la business. Gargano, il est très populaire. Austin Theory est très populaire. Mais tu sais, quand la I ramène Brock, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le monde va regarder. C'est ça. Moi puis Scott,
on n'est pas des fans de Brock nécessairement, là. Mais quand il est là, on va regarder. Ben, Ouais. moi, je l'ai vu à Elimination Chamber contre Bobby Lashley. Puis Ouais. c'est pas petit, là. Non! C'est pas C'est petit, ça, là, tu sais. Non, c'est sûr. Tu le vois de loin, là, tu sais. Puis Ben en même oui. temps, ce qui est intéressant, c'est que les gens le savent. Tu sais. Les gens savent que c'est chorégraphié. Les gens savent que c'est un spectacle. Mais en même temps, ils se disent Colin, je veux voir ça, ça va se. Tu sais. Ben oui. Ben oui. C'est un peu comme le cinéma. Tu sais, ça me fait. Je vais faire une petite parenthèse. C'est comme The Rock et Vin Diesel, quand ils se sont affrontés dans Rapide et Dangereux. Tu sais très bien que c'est arrangé. Mais tabarouette, ça déménage, là. Tu comprends? Ouais, puis. C'est spectaculaire, tu sais. Mais Ouais, même puis si les c'est arrangé, rumeurs. Les rumeurs veulent que les deux ne s'entendent pas super bien. Fait que c'est le fun. Le kayfabe aussi, il est le fun à Hollywood. C'est pas juste dans ça le. sème un doute. Ça sème un doute. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Tout à fait. C'est bon, c'est le fun. Ben oui. Parce que des fois, dans ce type de confrontation-là, il y a un petit peu d'animosité. Je veux dire, oui, des fois, on le voit, on sait reconnaître quand ça fait partie du spectacle. Puis on le sait quand, celle-là, d'après moi, elle était pas retenue. Exactement. Ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui. Il y a récemment, justement, pour ceux qui. Brock Lesnar avec Braun Strowman, qui a mené, hop, le coup de pied ou le coup de poing n'était pas. Il était un peu stiff, puis là. C'était stiff. C'était très stiff. Il n'a pas aimé ça, Brock, puis là, non. Il lui a fait comprendre. Non, mais Braun Strowman, il était chanceux que Brock n'était pas plus fâché que ça parce que. Non, exact. Il n'aurait pas bien fini. Non, c'est sûr. Ça aurait pu très mal finir. Puis Brock Lesnar, c'est quelqu'un déjà à la base qui est très stiff. Ben oui. Fait que j'imagine que si tu le fais choquer, ben faut que tu t'attendes que tu vas avoir des conséquences. Oui, exact. Ça ne fera pas du bien. Non, c'est clair. Mais c'est un bon lien pour nous parler de la finale de la carte, qui va être un match aussi assez spectaculaire et intense. Un body bag match, rien de moins, entre le géant Darko et Dom Boulanger. Parlez-moi de comment, de la construction de ce match-là et de ces deux bonhommes-là qui vont être le main event de votre soirée. Oh boy, OK. Ben, premièrement, je vais commencer avec Darko. Darko, ça fait des années que je le connais aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai connu à ses tout débuts, là, quand il a commencé, dans une autre vie avec un autre personnage à l'époque. Puis, chic type, très, très, très gentil, très poli, très humble. Écoute, quand tu vois cet homme-là, premièrement, tu fais tabarouette, mais il est gigantesque. Ouais. Mais écoute, le gars est d'une diplomatie, tu sais, incroyable, super sympathique. Puis moi, je l'ai contacté. Je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, je pars une promotion, j'aimerais que tu fasses partie de mes main stars, de mes attractions, mes grosses attractions. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu serais intéressé? Puis écoute, ça n'a pas été long. Il m'a dit oui, aucun problème, j'embarque. Okay. Pour ce qui est de Dom Boulanger, moi, je l'avais vu il y a quelques années. Puis tu voyais qu'il sortait du lot. Tu sais, Dom, il est spécial. Tu sais, quand je te parlais de gens spéciaux, mais lui, il dégage quelque chose de particulier. Et en même temps, il y a le look, il y a le charisme. Tu sais, je veux dire, ce qu'on appelle le package deal, là, tu sais. Puis, on a rentré en contact avec lui. Disons qu'au départ, ça a été un petit peu plus long de tisser les liens. Mais quand les liens se sont tissés, écoute, il a embarqué 100% dans le projet, tu sais. Puis Dom Boulanger, c'est quelqu'un, justement, que tu mets sur un poster, puis ça passe pas inaperçu. Tu sais, je veux dire, il y a le gars, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a quelques années, il était pas mal dans les plus populaires de la province, là, tu sais. Il était très surexposé partout, tu sais.
OK. Alors, je trouvais que c'était une belle opportunité, puis je trouve qu'on est très chanceux d'avoir eu la chance qu'ils acceptent de venir travailler pour nous, tu sais. Mhm. Surtout qu'ils aiment le concept. Tu sais, je veux dire, on a la même vision de la OK. business. Ça, c'est Ouais. important, tu sais, je veux dire, si on ne voit pas les choses de la même façon, c'est difficile de travailler ensemble, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, pour ce qui est de la stipulation, Oui. tu sais, quand on regarde Darko, c'est un peu un hybride de Kane, The Undertaker, tu sais, tu comprends? C'est un personnage un peu mystique, Mhm. sombre, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je trouvais qui manque beaucoup à la lutte, les matchs gimmicks, tu sais, avec une storyline, tu sais, une histoire, Ouais. tu sais. Puis Ouais. on s'est dit, pourquoi pas un body bag match, tu sais, je veux dire. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est pratiquement jamais vu, tu sais, dans la province de Québec, là, tu sais, tu OK. comprends? Puis OK. à l'époque, tu avais Undertaker, c'est arrivé à quelques reprises qui mettait les gens justement dans le body bag à la fin du combat, ils sifflaient ça, puis ils partaient avec eux autres, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'était une façon de créer quelque chose de particulier, de spécial, puis encore une fois, qui va piquer la curiosité des gens, tu sais, je veux dire, la stipulation du match est particulière, là, tu sais. Est-ce que c'est une de vos intentions aussi que d'essayer de faire un peu, de créer de la storyline, j'imagine, de mousser ça sur les réseaux sociaux, parce que c'est sûr que c'est pas évident de créer des storylines de mois en mois, mais j'imagine, c'est ça, essayer de trouver un peu des façons de créer des storylines avec les réseaux sociaux, puis avec les vidéos, puis etc. C'est votre intention, oui? Avec les médias sociaux, c'est merveilleux aujourd'hui parce que Ouais. l'information circule tellement vite que, tu sais, je veux dire, c'est pas long de faire le tour, là. C'est pas long que tout le monde est au courant, tu sais, je veux dire. Puis, oui, puis, qu'est-ce qui a toujours fait en sorte qu'on a accroché avec la WWF, WWE, c'est les histoires. Les storylines. Ben oui, C'est la base, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Ben oui. Ben oui. tu sais, oui, on apprécie ce qui se passe dans le ring, mais on s'entend que c'est complémentaire. Ouais, c'est sûr. Exact. Ce qui fait en sorte qu'il attire les gens, ce qui fait en sorte qu'il pique la curiosité des gens, c'est la storyline, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Comme je vais te donner un tout petit exemple. Oui. On est en 2005, Triple H Batista. Ah, c'est clair, le storyline, c'était fou. Une histoire incroyable. Tu sais, je veux dire, une histoire incroyable. Batista gagne le Rumble. Triple H s'attend que Batista va affronter le champion de SmackDown parce que tu avais 2 champions déjà à cette époque-là. Triple H parle dans le dos de Batista, mais ne sait pas que Batista l'entend. Les gars arrivent au contract signing. Batista décide que, regarde, c'est toi que je vais affronter. Écoute, je te dirais que cet angle-là, c'est dans mon top 5 ever, tu sais, d'un storyline. J'ai considéré quasiment que c'était aussi gros que The Rock, Austin, Randy Savage, Hulk Hogan. Tu sais, je veux dire, il y avait un aura qui était incroyable. Puis justement, tu sais, ça faisait en sorte que, moi, je me souviens, cet angle-là, religieusement, à tous les lundis, je regardais à savoir qu'est-ce qui va se passer. C'était très bien, c'était vraiment bien monté. Ouais, c'est une énorme storyline. C'est incroyable. C'est énorme. Même aujourd'hui encore, Batista, il fait encore du cash sur ça aujourd'hui encore. Puis, ben oui, c'est ça. Ça fait juste montrer, tu sais, comme Triple H, parce que dans le fond, pour avoir un grand face, ça prend un excellent heel, tu sais. Ben oui. Ça prend quelqu'un pour te donner pour le pushing, tu sais. Puis Triple H, avec ça, a donné un énorme pushing. Puis, écoute, comme on dit, the rest is history, là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que les storylines, nous, on a l'intention de bâtir des belles storylines, de faire en sorte que les gens vont s'intéresser aussi aux storylines et qui va faire en sorte, évidemment, que les gens vont vouloir revenir voir qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Ben oui, exact. Et là, j'ai pris déjà beaucoup de votre temps, mais je veux absolument parler parce que c'est aussi ton retour, aussi toi, Scott, dans le ring. Et ben, tu as décidé d'avoir un petit match facile. Tu as décidé que
Ton adversaire, ça va être nul autre que Sexy Eddie. Sexy Eddie qui, là, on l'a vu à Montréal contre la GC Dub, à Toronto contre Matt Cardona. Tu sais que c'est imprévisible un match contre Sexy Eddie. On ne sait jamais où ça va aller. À quoi tu as pensé pour faire ton retour dans le ring d'affronter Sexy Eddie? C'est une excellente question. C'est une excellente question, mais Sexy Eddie, ça fait 20 ans que je le connais. Il est connu partout à travers le monde. Ben c'est oui. un worker incroyable. C'est quelqu'un que je n'avais jamais eu la chance d'affronter. Puis, comment faire un retour qui ne passera pas inaperçu? Non, c'est clair. Scott Matrix contre Sexy Eddie. Tu sais, je veux dire... Ben oui. Et j'ai un énorme respect pour Sexy Eddie. Tu sais, je veux dire, on le sait que le gars peut faire n'importe quoi. Puis ce qui le rend populaire, c'est les deathmatch, des choses. Écoute, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Non! C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais, je veux dire, faire des combats extrêmes en slip, les néons, les barbelés, les panneaux de glace. Faut le faire, là. Ouais. Mais bref, non, je trouvais que c'était l'adversaire c'est l'adversaire parfait, là. Tu sais, je veux dire, parce que c'est un gars qui est très, 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 très entertainer. Ben oui. Je pense vraiment que ça va donner quelque chose de très bien. C'est un bon choix. Je peux pas dire que je suis pas stressé, ça serait te mentir. C'est sûr que je suis stressé. Vous êtes-vous déjà parlé un peu pour vous dire un peu ce vers quoi vous allez faire ou ça va être une surprise? Je veux dire, on s'est contacté à quelques reprises, mais pas plus que ça. Non, vous gardez quand même un petit... Exactement, je veux dire, il n'y a rien, on n'a pas encore... on va voir ça lui. D'accord. Mais c'est un gars qui a tellement d'expérience. Parce qu'en même temps, c'est beau faire mon retour, mais écoute, étant donné que ça fait tellement longtemps, je comprends, on m'a souvent répété, c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Mais le fait de travailler avec un gars comme Eddie, mais ça me sécurise, ça me met en confiance en même temps parce que je sais que. Il va prendre soin de toi. Exactement, le gars va savoir bien diriger, tu sais. Qu'est-ce que tu appréhendes le plus de ton retour? Comment tu dis? Qu'est-ce que tu appréhendes le plus? Qu'est-ce que tu dis? Hey, ça, là, si tu le souffles, si tu la réaction, si tu. Je te dirais que c'est de traverser le rideau. Moi, je pense que c'est l'émotion. C'est de traverser le rideau, tu sais, parce que honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. Tu sais, je veux dire, j'ai tellement été longtemps dans l'ombre que. Mais le feeling, parce que dans le fond, on fait tout ça pour le feeling. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs. Puis moi, la lutte, c'est ma vie. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme un musicien, ça va être la guitare, etc. Moi, c'est la lutte. Moi, quand je suis dans le ring, je suis dans mon élément. Alors, mais là, cette fois-ci, de le faire avec un peu la tête divisée, tu sais, d'un bord que, il faut que OK, le show marche, OK, les affaires, let's go, le timing, tout est bon. Puis là, en même temps, de dire, hey, oh, j'ai un match, j'ai un combat. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Tu sais, je veux dire, à l'époque, c'est facile. Tu arrives avec ta valise, tu t'assois, tu te changes, tu fais ce que tu as à faire, ça finit, tu te changes, go home. Et là, c'est complètement différent. Tu sais, je veux dire, là, je vais lutter. Mais en même temps, une fois que le combat est fini, moi, ma job n'est pas finie. Là. Le show, il continue. Ouais, exactement. On a encore des choses à faire en arrière. Là, ça. Fait que ça va être une autre expérience. OK. C'est-tu quelque chose qui te stresse ou es-tu quelqu'un de zen avec ça? Ou, je te dirais que pour moi, honnêtement, pour le moment, ça reste un petit peu l'inconnu. Parce que pour moi, ça va être la première fois. J'ai connu beaucoup de gens qui était lutteur et promoteur en même temps. J'ai une bonne idée de ce que ça implique. C'est sûr que j'ai 38 ans, j'en ai pas encore pour 10 ans lutter. On se comprend. On ne sait jamais. Sting monté dans le ring à 64 J'ai encore probablement quelques bonnes
j'ai encore peut-être quelques bonnes années sous la cravate, mais tu sais, je veux dire, mon but à moi, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que je vais mettre les bottes de côté puis je vais focusser seulement à faire runner la promotion. C'est mon but. OK. Je vais performer, comme on dit dans le fond, pour moi, je considère ça un peu comme c'est ma dernière run. Je veux dire, c'est une dernière run, vivre l'expérience encore, faire vivre aux gens ce qui est Scott Matrix. Évidemment que c'est pas le même Scott Matrix qu'à 17-18 ans, on s'entend. C'est un peu beaucoup moins téméraire qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, on est jeune, il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. Puis, je veux dire, aujourd'hui, c'est différent. On approche la quarantaine, on est plus consciencieux. Oui, la vie. Puis en même temps, je te dirais que quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que ma mère m'a vu lutter seulement une fois. Il y a 20 ans. Elle ne m'a pas vu à mon prime, tu comprends? Elle m'a vu à mes débuts, mais ma mère, un peu comme tous les parents, c'est très protecteur, tu sais. Et là, elle va venir me voir lutter, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça n'a pas de prix, là. Tu sais, je veux dire, je vais pouvoir lui montrer, enfin, ce que j'aime le plus dans la vie. Ah oui, c'est clair. C'est cool. Là, pour vrai, non, c'est beau. C'est vraiment nice de pouvoir faire ça. Puis, oui, vas-y, continue. C'est un peu la même chose pour mon père aussi. Tu sais, mon père va être là. Puis, moi et mon père, on a un point très en commun, c'est le ring. Mon père, c'est un ancien boxeur. OK. Oui, mon père, c'est un ancien boxeur. Et vois-tu, moi, je suis un lutteur. Fait on a le ring dans le sang, tu sais. Moi, c'est plus le côté spectacle entertainment, évidemment. Mais mon père, c'était un boxeur. Puis, tu sais, je veux dire, il a eu une très belle carrière dans sa jeunesse, là, tu sais. Fait que, puis lui aussi va venir me voir lutter. Fait que le fait que mes deux parents vont être là, ben, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Ben oui, c'est très, très nice. Justement, il y en a peut-être qui aimeraient revoir, puis je vais t'amener sur justement si on cherche Scott Matrix sur YouTube, entre autres, on peut voir d'anciens matchs et je vais te ramener au 3 juillet 2004 où si vous retournez sur YouTube, vous allez pouvoir voir Scott Matrix contre Radical Rage et à la EWR. Et ça fait un beau lien avec peut-être un des derniers sujets que je vais aborder avec vous autres, parce que sur cette carte, il y avait deux petits gars de la province de Québec, Kevin Steen et El Generico. Alors, Kevin Owens et Sami Zayn, qui, tiens donc, faisaient équipe ensemble cette soirée-là, en même temps que tu étais justement à la EWR. Et tiens donc, on se retrouve presque 20 ans plus tard et les deux font équipe ensemble. Je n'ai même pas besoin, je pense, de te poser la question. Qu'est-ce que ça te fait que de voir tout ça, le chemin parcouru, puis de voir ça en fin de semaine, ces deux gars-là qui vont être potentiellement, si ce n'est pas officiellement, en tout cas, ça sera certainement un des main events de la fin de semaine de WrestleMania, puis une histoire incroyable depuis presque un an maintenant. Qu'est-ce que ça te fait, tout ça, de voir le parcours de Sami et de Kevin Owens? Ben écoute, à la base, Sami, j'ai déjà lutté avec Sami en 2004, à l'époque de la EWR. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu Sami à ses débuts, tu sais. Kevin, c'était la même chose pour Kevin Owens à l'époque, qui était Kevin Steen. Kevin Steen, ben oui. Puis, écoute, c'est incroyable ce que ces deux gars-là ont accompli dans leur carrière. Là. Tu sais, je veux dire, c'est fou. Deux gars de la province de Québec qui sont aujourd'hui les deux plus grandes stars pratiquement de la planète. Là. Ben oui. Puis, quand tu penses à Kevin Owens, qui est le seul champion de la WWE dans l'histoire de la compagnie, tu sais, je veux dire, après tous les Québécois qui ont passé à WWE, puis en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi. Ils ont réussi un peu à briser la barrière de ce qu'on parlait au début. Tu sais, je veux dire, on s'entend que ce n'est pas les deux plus gros, on s'entend que ce n'est pas les deux plus esthétiques,
Mais quand ils sont dans le ring, ça passe pas inaperçu, tu sais, je veux dire. Non, oui. Deux talents incroyables. C'est deux talents incroyables, tu sais. Oui, qui ont bûché fort, mais qui ont été au bout aussi de quelque chose, à faire des affaires qui est, tu sais, à monter dans 4-5 structures, puis des moves impossibles. Ils sont allés loin, les deux. Ben, c'est parce que ils ont fait ce que beaucoup d'entre nous au Québec, on n'a pas fait. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont dédié leur vie à faire ça. Eux, ils ont dit, nous, on prend le taureau par les cornes, puis go for it. On va jusqu'au bout. Puis aujourd'hui, regarde ce que c'est incroyable ce que ça les a menés. Là. Mais c'est quand même super compliqué. Avec les permis de travail, eux, ont été obligés d'aller souvent lutter en cachette. Là. C'était, c'est compliqué. Ce côté-là de la lutte indépendante pour les Canadiens, les Québécois, c'est vouloir commencer à faire carrière et se dire hey, un jour, je vais me rendre jusqu'aux États-Unis. Ben, le parcours, là, il n'est vraiment pas évident pour justement avoir permis de travail, avoir une chance de se faire connaître, avoir une chance à l'étranger. C'est compliqué. C'est tough. Comment, peut-être tu l'as vécu avec les gens autour, tout ça. Comment que ça se parle-tu, ces affaires-là, ou si c'est comme un peu, ben, regarde, croise-toi les doigts puis bonne chance? Ben, je pense que je peux. Là, écoute, je ne parle pas par expérience parce que je n'ai pas eu la chance de traverser les lignes américaines. Par contre, peut-être qu'à l'époque, j'imagine que c'était peut-être moins difficile qu'aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être plus facile d'aller travailler, comment dire, presque undercover. Ouais. Mais aujourd'hui, d'après moi, c'est plus difficile, c'est plus réglementé, c'est plus structuré. Puis en même temps, moi, ce qui me fait, comment dire, ce que je trouve vraiment respectable, c'est que les gars, souvent, allaient travailler pour pas beaucoup de sous. Là. Non, aux États-Unis, ils faisaient des raids de char à n'en plus finir pour pas grand-chose, mais ils allaient quand même. C'est pour te montrer à quel point que les gars étaient passionnés. Puis que les gars voulaient réussir. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient probablement fait, après quelques années, bon, ben, demi-tour, je veux dire, je veux pas aller plus loin, mais eux sont très spéciaux. Moi, je me souviens en 2003, j'étais allé voir la IWS, puis j'étais dans le foule, puis je me disais, tu sentais là, que ça brûlait, là, tu sentais il y avait quelque chose, là. Exactement, there's something here, là, je veux dire. Sami Zayn était je veux dire, c'était quelqu'un de très, 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 très spectaculaire. Kevin Owens, c'était la même chose, je veux dire, le gars faisait un 450 splash. C'était rarement vu, là. Puis, ils ont appris à bonne école aussi. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas... Je veux dire, ils ont appris à la bonne école. Puis, mais je pense que le fait qu'ils aient autant voyagé dans les indépendants a fait en sorte que ça les a bien préparés pour aller à la WWE. Un peu comme ils ont payé leur dû. À l'époque des années 80, c'était un peu la même chose. Comme, je vais faire une mini parenthèse. Macho Man Randy Savage, il a comme été signé, si je ne me trompe pas, à l'âge de 35 ans. Fait qu'il a été 10 ans à se promener avant d'arriver dans le mainstream. Ben oui. Puis c'était beaucoup les territoires, puis il fallait, c'est ça, tu faisais 6 mois de place, tu bougeais beaucoup là, pour te faire un nom, puis finalement, te faire connaître un peu partout. Les choses étaient très différentes avant que là, il y ait une espèce de nationalisation. C'est ça. C'est sûr et certain. La publicité, écoute, c'était complètement différent. Comme tu dis, pas de médias sociaux, pas d'Internet, rien. Non, souvent, comme qu'ils ont toujours dit, tout se passait dans les magazines. Hein? Je veux dire, tu avais les revues, tu avais les entrevues, tu avais
les recaps des spectacles. C'était comme ça que les gens étaient au courant qu'il oui. y avait la lutte. Puis maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, la WWE et l'AEW, ils forment leur propre lutteur eux-mêmes. Beaucoup, oui, c'est ça. Surtout au WWE, il y a beaucoup de. Avec un Performance Center, puis ouais. C'est très gros. C'est oui. très, 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 très gros, tu sais, je veux dire. Puis en même temps, ça leur donne la chance, justement, de les modeler à leur image. Ouais, c'est ça. Ils vont plus chercher ce qu'ils veulent dans des athlètes que des gars sur la scène indépendante. Oui, c'est une mentalité un peu différente. Oui. Exactement, oui. Puis vous êtes fan de lutte. Qu'est-ce que cette semaine, parce que là, il y a plein d'affaires, naturellement, WrestleMania, c'est pas juste WrestleMania, il y a énormément. Qu'est-ce qui vous accroche? Qu'est-ce que vous consommez comme lutte? Moi, je te dirais que je check pas mal tout. Je check Impact sur YouTube, parce qu'Impact, souvent, ils diffusent leur match une semaine plus tard. Fait que je check beaucoup Impact. Impact, peu importe la foule qu'il y a, le spectacle est toujours top-notch. Les storylines sont excellentes aussi. NWA Power, j'ai un peu décroché parce qu'ils ont un peu perdu de vitesse. Il y a évidemment la AEW et la WWE que je check beaucoup. Et moi et Scott, les deux, on est beaucoup dans The Bloodline. On a hâte de voir si ça va finir. Puis sans moi et Scott aussi, on a beaucoup parlé de Cody Rhodes. Moi et Scott, on a admiré Cody Rhodes pour ce qu'il a fait quand il est parti de l'AI. Il est allé à ROH, il est allé à Impact, il est allé au Japon. Après, il a fondé la AEW avec ses chums de Daily puis l'argent de Tony Khan. Bon, on l'admire beaucoup pour ça. Mais sauf que, comment dire, on va se dire, pendant la pandémie, c'était le face le plus over de la business, Cody Rhodes, pendant la pandémie. C'était l'un des faces le plus over. Ouais. Peut-être, ouais. OK. Début AEW, là. Il était over, ça n'a pas de sens. C'était très, 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 très over. Oui. C'est sûr que, il était d'un plus au feu. Peut-être avec Moxley, mais oui, il était très over. Mais l'affaire que moi et Scott, on s'entend pas, c'est son retour à l'AI. Moi, je suis content pour lui qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, mais moi, je trouvais ça hot qu'il ait fondé sa promotion, puis qu'il décide qu'est-ce qu'il veut faire, tout ça. Puis le voir revenir à la I. Je te dirais, ça te déçoit. Dans le fond, moi, de la façon qu'il faut voir ça, c'est juste que c'est un peu comme boucler la boucle. Oui, c'est son rêve. Il lui manque juste ça. Une fois que ça va être fait, je veux dire, il va avoir accompli ce qu'il avait à accomplir. Puis là, présentement, écoute, c'est the hottest thing in sports entertainment, lui et Roman Reigns. Ouais. Roman Reigns, moi, puis Junior, on a eu souvent des clashs par rapport à Roman. On a eu des gros arguments par rapport à Roman Reigns, mais aujourd'hui, je dois admettre que Roman Reigns est de loin la plus grande star de la planète. Quand je suis allé voir Elimination Chamber, je te dirais que juste le voir entrer, s'en aller au ring, ça valait pratiquement le prix du ticket, tu comprends? Pour te montrer à quel point que... On avait tu out. Le Star Power. Le Star Power, tu sais. C'était fou. C'est... Mais en même temps, vous parliez tantôt beaucoup de storyline. Là-dedans, quand on regarde les choses, tu dis, si on enlève Sami Zayn de l'équation, je sais pas. Sami Zayn a aussi été un babyface tellement hot dans les derniers mois que ça aussi, Roman Reigns, on commençait un peu à perdre. Le côté de l'haïr, puis le côté que c'est le heel qu'on devrait détester, mais il était de plus en plus le fun, puis à un moment donné, on ne l'haïssait plus tant que ça. Mais là, quand Sami Zayn est arrivé, là, on l'haïssait. Puis à Montréal, là, Roman Reigns, j'ai pas entendu beaucoup de monde se faire huer de même au Centre Bell, même contre Boston ou Philadelphie. Roman Reigns, là, il s'est fait huer de manière assez spectaculaire. Mais ça aussi, il y a comme quelque chose là-dedans qui est beau puis qui est tout à l'honneur, je pense, de Sami Zayn
Ça a donné un là-dedans gros aussi. coup de pouce. Ça a c'est donné ça. un gros coup de pouce à la storyline. C'est vrai. Ça a Ben oui. permis de. Je pense que le fait qu'il ait incorporé Sami Zayn là-dedans, premièrement, Sami Zayn était dû pour avoir un push majeur. Là. C'est vrai. Tu sais, Ouais, je il y veux avait quelque dire, chose qui. Ouais. le gars, il est charismatique. Le gars, il sait parler. Mm. Puis en même temps, ce qui est intéressant de Sami, c'est qu'il a l'air monsieur Ouais, tout le monde. C'est clair. Ben oui. Fait que Ben d'un oui. autre côté, les gens Il s'identifie plus à lui. Exactement, tu sais. Fait que, non, ouais, moi, j'oublierai pas ça, cette expérience-là, tu sais, au C'est vrai. Chamber. Comment est-ce que J'avais l'impression de revenir dans les années... Évidemment que j'ai pas vécu les années 80 parce que j'étais enfant, tu sais, j'ai pas eu la chance, mais j'avais l'impression d'être dans les années 80, là, tu sais, je veux dire, comment les gens étaient en colère, là, puis comment... Tu sais, c'était fou. C'était fou, là, ouais. Tu sais, la seconde où le match est fini, là, puis là, c'était comme si tout s'est arrêté. Là, comme si le Centre Bell au complet, tout le monde était devenu là, silencieux en même temps. Ah oui, c'est là, vrai. Tu fais comme vrai. là, tu vois le pouvoir de ce que ces deux gars-là étaient en train de créer dans le ring, parce que s'ils sont capables de nous faire crier, puis de nous faire chanter, puis d'une seconde, clac, c'est fini, puis tout le monde, t'es quasiment au salon mortuaire, là. T'es comme, OK. Il nous tenait, là. Qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que pendant une fraction de seconde, les gens ont cru que ça me donnait que la oui, ouais. c'est sûr. Ça, là, c'est la beauté. Souvent, quand tu vas voir Roman Reigns lutter, tu sais très bien que Roman Reigns va gagner. Ben oui. Mais là, il y avait un doute qui était semé, là, je veux dire, à un moment donné, là, même moi, écoute, ça fait 32 ans que je regarde la lutte, même moi, à un moment donné, j'étais comme... C'est pas ça. La ceinture va peut-être changer de bord, là, tu sais. On était debout, puis, tu sais, je veux dire... Ouais. Mais bref, c'était très bien monté. C'était très bien monté, puis grosse responsabilité de Roman Reigns, tu sais, je veux dire, d'absorber tout ça, là. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis pour Sami Zayn, c'est la même chose aussi. Je veux dire, main event, chez vous, tu as 17 000 personnes qui crient pour toi. Tu as 17 000 personnes qui veulent que tu gagnes, tu sais. Ben oui. Puis on leur souhaite, en fin de semaine, pensez-vous que ça y est? Je pense que oui. Oui. Mais ça, en fin de semaine, est-ce que ça va être la fin de la Bloodline complètement? Parce que si Kevin Owens, puis si KO et Sami gagnent les belts, dont les deux belts, les Usos n'ont plus de belts, si Cody gagne les deux belts, mais il paraît que Triple H va en éliminer une. Fait que, dans le fond, ça serait. Puis on sent qu'il y a déjà de la distension. Tu as Solo qui ne part jamais, mais tu sens qu'il y a de quoi. Tu as Jey Uso que tu sens qu'il y a du ressentiment des volets qu'il a mangé. Est-ce que c'est le début de la fin de The Bloodline? Bon, en même temps, on ne veut pas que ça finisse, mais. Ouais, c'est ça qui est tough. C'est ça, je me demande, est-ce que c'est vraiment la fin de The Bloodline en fin de semaine? J'ai comme l'impression. C'est tellement grosse histoire. Moi, je pense qu'il va y avoir un cliffhanger. Je suis sûr qu'il va y avoir un cliffhanger. Ben, ça fait quand même un bon moment. Je veux dire, ça fait toute bonne chose a une fin, évidemment. Puis on le sait que, autant que toi que nous, on sait qu'une fois que WrestleMania est passé, c'est là que tout recommence. Ouais, on commence à builder les nouvelles storylines. Puis... Mais en même temps, je veux dire, ça peut faire, je veux dire, ils sont capables d'étirer ça encore, ça peut faire des très bons rematchs. À suivre. Il y a encore quelque chose. Puis absolument. on ne sait jamais. D'un coup, ça tombe, ça donne qu'il y a 1000 jours de règne potentiel pour Roman Reigns. Puis, il y a un gala en Arabie Saoudite cette journée-là, puis ils sont bien forts, c'est vœux d'artifice. On ne le sait pas, c'est ça l'affaire. On sait, ils peuvent décider. Avec la WWE, on ne sait jamais. On sait jamais. C'est ça, on ne sait jamais. Moi, je me souviens que quand Goldberg a battu Brock Lesnar en 5 minutes. Tu sais, j'aurais jamais pensé ça. Tu sais, je veux dire,
on était une gang, on écoutait le pay-per-view ensemble. On a tous eu la même réaction. C'est comme, what the F, tu sais. Goldberg à 50 ans, qui pop Brock Lesnar, puis qui l'a détruit, là, tu sais. Oui. J'aurais pas parié là-dessus, là. Honnêtement, j'aurais pas parié là-dessus. Surtout pas comme ça, en quoi, 1 minute et demie, je pense, d'en faire de même, parce que je me c'était disais, si c'était évité, on se disait que Brock va le massacrer. Regarde, c'est Vince McMahon, tu sais, je veux dire, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait, effectivement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais ce qu'on sait qui s'en vient, parce que tu en as glissé un mot tantôt, c'est premier gala, c'est déjà sold out, mais vous avez déjà annoncé votre prochain gala de la QCW qui va être le 13 mai, c'est ça? Exactement, samedi le 13 mai, qui s'intitule Over the Top. Toujours à la même place? Vous restez... À la même place au complexe Onco des Deux Glaces, oui. D'accord. Puis là, est-ce qu'il y a... allez-vous mettre... parce que là, vous avez un site, vous avez une page YouTube aussi. Est-ce que vous avez l'intention de mettre des vidéos? C'est quoi votre stratégie là-dessus? Ouais. On a commencé à mettre un petit peu de matériel, mais c'est sûr que quand les événements vont être filmés à ce moment-là, on va pouvoir diffuser des combats, des recaps, etc. Parce que c'était ce qui nous manquait, là, c'était YouTube. On a Facebook, Instagram, mais là, il nous manquait YouTube. Mais comme on se disait au début, c'est tellement beaucoup de travail. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience du nombre d'heures qu'on peut investir là-dedans. Tu sais. Ouais. Tu finis par pas compter beaucoup. Hein. Tu finis par faire comme parce que c'est mieux pas compter. Toi, tu es un fan de lutte, tu vas voir le spectacle, tu payes ton ticket, tu t'assois, tout est monté, le setup est monté, etc. Nanana, tu passes une belle soirée. C'est parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait 3, 4, 5 mois que, tu sais, ben oui, des heures et des heures, tard le soir, des meetings, des imprévus. Le monde de la lutte, c'est des imprévus. Tu sais, je veux dire, tu as un talent qui se blesse, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu le remplaces. Ouais. Tu sais, il y a toujours plein de situations comme ça qu'il faut gérer. Tu sais. Fait que, le domaine de la lutte, je crois qu'une des principales qualités, c'est qu'il faut savoir se virer sur une scène. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça prend absolument un plan B. C'est vrai. Parce que sinon, tu peux te retrouver dans des situations qui peuvent être assez désagréables. Là, tu sais. Non, c'est ça. Faut que tu aies l'esprit vite puis de dire ça se passera jamais de facilement de A à Z comme qu'on avait prévu. Il y a toujours quelque chose. C'est clair. Puis nous présentement, nous, ça va être notre premier spectacle. Alors, évidemment que les yeux sont beaucoup rivés sur nous, tu comprends? Ben oui. Il y a des gens qui ont déjà commencé à avoir des attentes. Il y a les curieux, ils ont hâte de voir quel genre de spectacle qu'on va leur donner. Puis, il y a les autres promotions aussi. Je veux dire, moi, j'ai des gens qui m'ont dit que ça se parlait déjà à Montréal. Je veux dire, ça va vite. Quand on parlait que ça va vite, là, c'est ça présentement. Puis nous, avec la page Facebook, ça a pris beaucoup d'ampleur rapidement. Là. Alors, c'est sûr que le premier, évidemment que ça va être l'aspect déterminant. Je veux dire, c'est la chance de prouver qu'est-ce que la QCW Wrestling. Ensuite, après ça, je veux dire, ça va devenir plus routinier. Je veux dire, une fois que la glace va être brisée, ensuite, ça va être plus facile, ça va devenir de plus en plus facile à long terme. Mais là, c'est sûr que je ne te le cacherai pas qu'on est un petit peu... on est quand même un petit peu stressé, je veux dire, parce qu'il ne faut pas décevoir le public. Je veux dire, ça fait des mois qu'on fait la promotion, ça fait des mois qu'on en parle. Comme là, vois-tu que nous, on en parle avec toi. J'en ai parlé au Wrestle Rock Podcast avec Gabriel Savage. Je veux dire, là, on arrive au moment où il
faut livrer la marchandise. T'sais, the time for talk is done. Puis là, Ouais. Faut passer de l'autre bord du rideau. Comme, exactement. Step up le show. Faut que ça parte. Absolument. Puis, oui. Non, c'est très, très, très cool. Fait que, où est-ce que les gens peuvent vous suivre, vos activités? Je vous laisse faire la plug des différentes plateformes de réseaux sociaux que vous avez. QCW Wrestling sur Facebook, QCW Wrestling si tu préfères. La même chose pour Instagram. Et Twitter aussi. Twitter aussi, c'est vrai, on a un compte Twitter aussi. Et il y a YouTube. C'est pas mal les quatre. Là. C'est pas mal les 4 plateformes là, que du contenu, que de l'information en continu. Facebook, Instagram, c'est les 2 plateformes qu'on est les plus actifs. Mm-hmm. C'est là qu'on plug nos combats, qu'on plug les promos, etc., les événements à venir. Puis pour ce qui est des billets, ben nous, on fait affaire avec le point de vente. On fait affaire avec le pointdevente.com. Vous tapez le mot QCW dans la barre de recherche. À ce moment-là, c'est nos événements qui sortent. Puis aussi, les gens qui sont. Puis aussi, les gens, quand ils s'abonnent à notre page Facebook, il y a un lien, dès qu'ils cliquent sur il y a un lien pour acheter des billets. Exact. Puis sur Instagram, c'est la même chose, il y a un lien aussi. Sur Twitter aussi, il y a un lien. Fait que c'est les gens qui sont moins à l'aise avec Internet, il y a un lien direct sur nos comptes. C'est facile de se rendre directement pour acheter des billets. Ben oui. C'est sold out, malheureusement, pour le 8 avril prochain. Mais c'est pas grave parce que vous avez déjà un prochain rendez-vous le 13 mai à la même place. Puis, il me reste juste à vous souhaiter un grand succès, messieurs. Merci infiniment. Très belle expérience. Merci beaucoup. C'était très cool. Très cool de vous jaser. Puis, j'espère que c'est ça. Ça va durer longtemps. Puis que, il n'y en a jamais trop des saveurs de crème glacée. Fait qu'il n'y en a jamais trop des promotions de lutte qui commencent. Fait que je vous souhaite grand succès. Puis, amusez-vous. Puis c'est ça. Profitez de ce renouveau QCW Reborn le 8 avril prochain. Messieurs, Scott Matrix, Junior Seller, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci infiniment. Une excellente soirée à toi. Merci. Merci. Bye bye.